Nous portons de 1 à 4% d'ADN néandertalien. Nous les considérons comme des cousins éloignés. Mais les réunions de famille au Paléolithique étaient brutales. Dans la grotte de Krapina, en Croatie, le sol était jonché de restes fragmentés. Pendant des décennies, les scientifiques ont débattu de ce qui s'est passé là-bas. Était-ce un enterrement? Était-ce un conflit? Maintenant, grâce à l'analyse microscopique moderne, nous connaissons la vérité. Les marques de coupe sur ces os correspondent aux marques trouvées sur les cerfs traités. En gros, nos ancêtres étaient la cible. Et la raison pour laquelle c'est le détail le plus troublant de tous. Briser les os des étrangers. Quand nous regardons en arrière dans la chronologie entre 300 000 et 40 000 ans, nous voulons voir des héros. Mais le sol de la grotte de Goyette en Belgique ne se soucie pas de nos sentiments. Il ne contient que la vérité. Ce site date d'entre 40 et 1 000 et 45 000 ans. Ce que les chercheurs y ont trouvé détruit complètement l'idée du sauvage noble. Ils ont récupéré sans un fragment d'os humain, mais ce n'étaient pas des corps disposés pour reposer avec des fleurs et du respect. Ces restes ont été traités exactement comme les os de renne et de cheval trouvés dans la même couche de terre. L'analyse est étonnamment claire. Les os montrent des marques de coupe distinctes. Ces marques proviennent d'outils de pierre coupant à travers le muscle pour atteindre l'os. Mais cela empire. Les os ont été fracturés. Ils ont été ouverts intentionnellement. Pourquoi? Pour atteindre la moelle à l'intérieur. À l'ère paléolithique, la graisse était de l'or, et la moelle d'un os de cuisse humain est pleine de calories. Mais voici le détail. Les victimes n'étaient pas des personnes âgées ou malades décédées naturellement. Les données médico-légales peignent une image tragique. Les restes appartenaient à 4 adultes ou adolescents, un enfant âgé entre 6 ans et demi et 12 ans et demi, et un nouveau-né, un bébé tout juste né. Statistiquement, trouver ce groupe spécifique d'individus décédés en un seul endroit par cause naturelle est presque impossible. Ce n'est pas que 4 adultes en bonne santé et un enfant meurent exactement en même temps dans la même grotte à moins que quelque chose de violent ne se produise. Ce fut un événement ciblé. Et écoutez ceci. Les personnes qui les ont utilisés ne se sont pas arrêtées à la nutrition. Elles ont utilisé les os des victimes comme outils. Ils les appellent des retouchoirs. En gros, ils ont pris les os des jambes des personnes qu'ils venèrent de traiter et les ont utilisés pour affûter leurs outils de silex. Imaginez utiliser l'os de votre rival pour affûter le couteau que vous utilisez pour chasser. C'est un niveau d'utilité qui glace le sang. L'analyse des isotopes des os a révélé la touche finale. Les victimes avaient le même régime que les locaux, mais étaient d'un groupe différent. C'étaient des étrangers. C'est ce que les scientifiques appellent l'exocannibalisme. Ils n'utilisaient pas leurs amis par respect. Ils chassaient les non-locaux pour éliminer la concurrence. Mais tandis que Goyette nous montre la fin, une autre grotte révèle un rituel qui a encore moins de sens. Maintenant, déplaçons-nous vers le sud, en Croatie. Le site de la grotte de Krapina est l'une des scènes de crimes les plus débattues en archéologie préhistorique. Ici, le sol était jonché de centaines d'os d'hominidés. Pendant longtemps, les experts se sont disputés. Était-ce un conflit? Était-ce un rituel? Ou était-ce juste de la nutrition? Les os de Krapina montrent des marques de coupe, tout comme à Goyette. Mais le modèle est légèrement différent. Certaines théories anciennes suggéraient qu'ils accédaient au crâne. C'est le classique trope d'horreur, n'est-ce pas? Mais l'analyse moderne dit pas exactement. Les coupes sur les crânes ne s'alignent pas avec l'extraction. Au lieu de cela, il semble qu'ils écorchèrent les corps. En gros, ils enlevèrent la matière organique des os. La grande question est pourquoi? Si vous mourrez de faim, vous utilisez ce que vous pouvez trouver. Mais voici la partie folle. Les données géologiques de Krapina montrent que ces événements se sont produits pendant une période chaude. L'environnement était riche. Il y avait beaucoup de cerfs, de bisons et de rhinocéros. Ils ne mouraient pas de faim. Il n'y avait pas de famine. Alors, pourquoi traiter un corps si vous avez beaucoup de viande de cerf qui se promène dehors? Cela pointe vers quelque chose de culturel, quelque chose de rituel. Mais ne vous sentez pas trop à l'aise en pensant que c'était juste une pratique funéraire. Les marques de post-traitement sur les os montrent qu'après que les personnes aient été traitées, les carnivores, comme les lions des cavernes ou les loups, ont mâché les restes. Cela implique que les os ont été jetés de côté après que les humains aient fini avec eux. C'est une image confuse et désordonnée. Cependant, les preuves d'un autre site, Moulaguercy en France, résolvent le débat pour cet endroit.
Remontant 100 000 ans, les Néandertaliens là-bas n'ont laissé aucun doute. Les modèles de traitement sur les humains étaient identiques aux modèles de traitement sur le cerf rouge, trouvés à quelques centimètres de distance. Il n'y avait pas de rituel là-bas. C'était strictement nutritionnel. Cela brise l'idée romantique que ce comportement n'est qu'un dernier recours. Pour ces groupes, les autres humains n'étaient qu'une autre source de protéines dans le paysage. C'était pratique, c'était dur, et c'était normal. Les Néandertaliens étaient durs, mais quand l'Homo sapiens est arrivé, la violence est devenue beaucoup plus précise et terrifiante. Il est facile de blâmer les Néandertaliens d'être primitifs, mais qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de l'Homo sapiens? Eh bien, les données montrent que nous étions tout aussi dangereux. En fait, nous aurions pu être pires parce que nous avions de meilleures armes. Regardons Jebel Sahaba au Soudan. Ce site a entre 12 000 et 14 000 ans. On l'appelle souvent la première preuve de guerre organisée. Les archéologues y ont trouvé 58 squelettes. Et l'état de ces corps est un cauchemar. Près de la moitié d'entre eux avaient des pointes de projectiles, des pointes de flèches en pierre ou de lance, incrustées dans leurs os. D'autres avaient des fractures guéries par des coups de gourdin. Ce n'était pas une seule bagarre. Ces personnes vivaient dans un état constant de peur. Les inondations du Nil causaient une pénurie de ressources, et la concurrence pour la terre est devenue mortelle. Mais voici le détail. Ce n'étaient pas seulement des guerriers combattant des guerriers. Les tombes incluaient des femmes et des enfants. Tous étaient une cible. C'était la guerre totale. Maintenant, sautons à nouveau en Europe, à la grotte d'El Cidrón en Espagne. Ce site nous donne un aperçu de l'interaction entre les espèces. Nous trouvons ici des os néandertaliens dentés. Mais les outils trouvés avec eux, ils ont été fabriqués par l'Homo sapiens. Les détails sont effrayants. Les mâchoires, les os de la mâchoire, montrent des marques de coupe à l'intérieur. Pourquoi couper l'intérieur d'une mâchoire? Il n'y a qu'une raison, pour enlever la langue. Dans de nombreuses cultures de chasse, la langue est considérée comme un mets délicat. Elle est riche en graisse et facile à consommer. Trouver des mâchoires néandertaliennes avec les langues enlevées chirurgicalement par des outils de pierre nous dit exactement où ils se trouvaient dans la chaîne alimentaire. Pour les sapiens qui s'installaient en Europe, les Néandertaliens étaient des concurrents, mais aussi des proies. Ce n'était pas seulement une lutte pour le territoire, c'était une extermination. La présence d'exocannibalisme sur ces sites confirme que l'utilisation de l'ennemi était une procédure standard après la bataille. Cela envoyait un message, cela nourrissait la tribu, et cela éliminait définitivement la menace. Manger l'ennemi était une chose, mais les armes qu'ils ont utilisées pour le faire ont changé l'histoire pour toujours. La course aux armements, pourquoi la force brute a perdu face à la balistique? Nous devons parler de l'équipement. Vous ne pouvez pas comprendre la violence du Pléistocène sans comprendre les outils impliqués. Pendant plus de 100 000 ans, les Néandertaliens et les Sapiens se sont affrontés à travers les paysages gelés d'Europe et du Moyen-Orient, mais le combat n'a jamais été équitable. C'était une guerre asymétrique déterminée par la physique, l'ingénierie et la balistique, et le résultat a été décidé non pas par qui était le plus fort, mais par qui pouvait frapper de la distance la plus éloignée. Pour comprendre pourquoi les Néandertaliens ont finalement perdu, vous devez regarder de près comment ils vivaient et comment ils chassaient. Les Néandertaliens étaient des chars biologiques. Ils possédaient des os plus épais, des poitrines en forme de tonneau et une densité musculaire immense qui fait honte aux athlètes modernes. Pour alimenter ce moteur massif, ils avaient besoin d'environ 4 000 à 5 000 calories par jour juste pour survivre. Leur stratégie de chasse a évolué directement autour de cette physiologie parce qu'ils étaient construits pour la puissance, pas pour l'efficacité. Leur arme principale était la lourde lance de poussée. Ce n'étaient pas des articles jetables, c'étaient des chefs-d'œuvre de l'ingénierie primitive, avec des hampes de bois épaisses, surmontées de pointes de pierre larges et lourdes, fabriquées en utilisant la technique Levallois. Ces pointes étaient collées avec du goudron de bouleau, un adhésif primitif qui nécessitait des processus complexes de chauffage pour fabriquer, représentant l'un des premiers processus chimiques industriels de l'histoire. Mais malgré l'artisanat, la conception avait un défaut fatal qui était son poids. Pour utiliser efficacement une lance néandertalienne, vous devez être juste à côté de votre cible. Nous parlons de distance de préhension ou de ce que les paléontologues appellent la chasse de contact. Vous devez enfoncer la lance à travers les côtes d'un rhinocéros laineux ou d'un mammouth pendant que l'animal s'agite en panique. Les données médico-légales prouvent que c'était un cauchemar logistique.
Une étude d'Eric Trenkhaus et Thomas Berger a analysé les modèles de traumatisme dans les squelettes néandertaliens et a trouvé une corrélation choquante où les blessures chez les néandertaliens correspondent aux modèles de blessures des cavaliers de rodéo modernes. Ils avaient un traumatisme crânien, des poitrines écrasées et des bras cassés parce qu'ils luttaient littéralement avec leur nourriture jusqu'à la mort. Contre un mammouth, c'est courageux, mais contre un groupe de guerre sapiens, c'est une condamnation à mort parce que si vous ratez votre poussée, vous êtes fini avant de pouvoir réajuster votre posture. L'Homo sapiens, d'autre part, a apporté quelque chose de terriblement nouveau à la fête, et c'était la portée. Nous étions plus faibles et plus légers, ce qui signifie que si un néandertalien attrapait un sapiens, le sapiens se cassait. Alors nous avons inventé des moyens d'éliminer les cibles depuis l'extérieur de la zone de mort. Cela a commencé avec des microlithes trouvés en Afrique du Sud, sur des sites comme Pinnacle Point, où les chercheurs ont trouvé des lames de pierre traitées thermiquement, datant de 71 000 ans. Ce sont de petits fragments de pierre tranchants comme des rasoirs, conçus pour être emmanchés sur des hampes de projectiles légers, marquant la naissance de la balistique complexe. Puis est venu l'atlatl, ou lanceur de lance, qui est la pièce de technologie qui a effectivement mis fin à la guerre. L'atlatl est un bâton d'environ 2 pieds de long avec un crochet à l'extrémité qui tient la crosse d'une lance ou d'un dard léger et flexible. Il agit comme un levier, prolongeant efficacement la longueur du bras du lanceur et multipliant la force. La physique est brutale parce qu'une lance lancée à la main a une portée effective de peut-être 20 à 30 yards si vous êtes fort, mais un dard d'atlatl peut voler plus de 100 yards avec une précision létale. Le dard se plie comme un ressort lorsqu'il est relâché, stockant et libérant de l'énergie élastique, donc quand il frappe, il le fait avec la vitesse d'un arc composite moderne. Cela a complètement changé la géométrie du champ de bataille. Un néandertalien devait combler l'écart à 10 pieds pour vous atteindre, tandis qu'un sapiens pouvait éliminer le néandertalien depuis 50 pieds de distance, depuis derrière un arbre ou depuis une ligne de crête. Nous avons transformé le combat en une galerie de tir où l'ennemi ne pouvait même pas nous atteindre. Ce n'est pas seulement de la spéculation parce que les os racontent l'histoire. La preuve la plus accablante vient des montagnes Zagros en Irak, dans la grotte de Shanidar, qui est le lieu de repos de Shanidar III, un néandertalien masculin mort il y a environ 50 000 ans. Shanidar III a une blessure particulière dans sa 9e côte, une coupure nette et profonde qui a partiellement guéri, ce qui signifie qu'il a survécu à l'attaque initiale, mais est probablement décédé des semaines plus tard de complications. L'analyse médico-légale de cette blessure est glaçante et révèle l'arme. L'anthropologue de l'université Duke, Stephen Churchill, a mené des expériences balistiques pour reproduire cette blessure, en utilisant des cadavres de porcs qui ont une densité de côte similaire aux néandertaliens et les a poignardés avec diverses armes. Quand ils ont utilisé une lourde lance de poussée, la force requise pour couper la côte a déchiqueté l'os environnant, créant un traumatisme massif incompatible avec Shanidar III. Cependant, quand ils ont utilisé un projectile léger lancé depuis une distance, les résultats étaient une correspondance parfaite. L'énergie cinétique était suffisamment élevée pour percer la paroi thoracique et faire s'effondrer son poumon, créant un pneumothorax, mais suffisamment basse pour ne pas pulvériser la côte, ce qui est la signature d'un projectile de faible masse et haute vitesse. L'angle de la blessure est la clé parce qu'il est entré à environ 45 degrés vers le bas. Shanidar III était debout, tandis que son attaquant était probablement accroupi ou debout à distance. Ce fut une attaque de passage, style âge de pierre. Un chasseur sapiens a repéré Shanidar III, a lancé un projectile depuis une distance sûre, et s'est évanoui dans le paysage sans que le néandertalien ne touche jamais son attaquant. Il a probablement souffert pendant des jours, luttant pour respirer pendant que son poumon se remplissait de liquide, avant de finalement décéder. Cet écart technologique a permis aux sapiens d'avancer vers de nouveaux territoires et de démanteler systématiquement la concurrence en utilisant des tactiques de guérilla de frapper et courir. Nous pouvions harceler les groupes néandertaliens depuis une distance, blesser leurs chasseurs, et étant donné qu'un néandertalien blessé est un fardeau pour le clan parce qu'ils ne peuvent pas chasser et consomment des ressources, blesser des membres clés a permis aux sapiens de les affamer sans même livrer une bataille rangée. De plus, nos armes nous ont permis de voler leur nourriture en abattant des proies depuis une distance, dépouillant l'environnement de proies avant que les néandertaliens ne puissent s'approcher suffisamment pour utiliser leurs lances de poussée. Nous les avons surpassés en armement
et les avons surpassés en concurrence dans un déplacement lent et méthodique, alimenté par une ingénierie supérieure. Mais les armes n'étaient pas la seule façon dont ils se blessaient. Certaines cicatrices sur les os révèlent une cruauté personnelle plus sombre. Toute la violence n'était pas sur la guerre ou la nourriture. Une partie était personnelle. Les traumatismes squelettiques nous donnent un siège au premier rang de la brutalité interpersonnelle. Jetez un œil au crâne de l'homme de Maba trouvé en Chine. Il a environ 130 000 ans. Cet individu a reçu un coup massif à la tête avec un objet contondant, une massue ou une pierre lourde. L'os a été écrasé. Mais voici la partie folle, il a survécu. L'os a guéri. Cela nous dit deux choses. 1. Quelqu'un dans son groupe a tenté de l'éliminer avec une détermination extrême. 2. Son groupe a pris soin de lui pendant qu'il guérissait. C'est un mélange d'agression et de compassion qui est déroutamment humain. Mais ensuite, vous regardez la grotte Cioclovina en Roumanie. Il y a environ 33 000 ans. Ici, nous trouvons des crânes sapiens avec des fractures très spécifiques. Les scientifiques médico-légaux ont reconstruit les coups. Les attaquants utilisaient probablement une massue. Et basé sur l'angle de l'impact, les attaquants étaient face à face avec les victimes. Et écoutez ce détail. Les angles suggèrent que les attaquants étaient gauchers. Ce niveau de détail médico-légal vous met juste dans la pièce quand la bagarre s'est produite. Ce n'était pas une flèche perdue, c'était une bagarre. À Wadi Koubaniya en Égypte, il y a 20 000 ans, nous voyons des blessures de lance guéries dans des squelettes. Ces personnes marchaient avec des morceaux de pierre incrustés dans leur corps. Ils vivaient dans un quartier difficile. Mais le modèle le plus troublant implique les femmes. À travers les sites paléolithiques et néolithiques, les archéologues trouvent un nombre disproportionné de crânes féminins avec des fractures par dépression. Ce sont des coups non létaux à la tête. Cela suggère un modèle de conflit domestique ou de violence basé sur l'enlèvement. Cela nous oblige à accepter que les bons vieux temps étaient incroyablement violents. Les modèles évolutifs suggéraient autrefois qu'être un guerrier courageux vous aidait à obtenir un partenaire. Mais les études modernes sur des tribus comme les Waorani montrent que les guerriers féroces, qui éliminent le plus d'ennemis, sont en fait de mauvais parents et meurent souvent jeunes dans des disputes. La violence que nous voyons dans les os, le traumatisme par force contondante, les fractures de parade guéries dans les avant-bras en bloquant des coups, montrent une société où la sécurité physique n'a jamais été garantie. La violence n'était pas seulement physique. Les preuves génétiques suggèrent une réalité troublante sur la façon dont les espèces se sont mélangées. Donc, sachant que nos ancêtres ont chassé, utilisé et fabriqué des outils avec les os de leurs rivaux, pensez-vous que la violence est écrite dans notre ADN ou pouvons-nous y échapper? Laissez-moi savoir vos pensées dans les commentaires. Écrasez ce bouton j'aime et abonnez-vous pour la partie 2. Mais voici le détail. Si vous pensez que la violence préhistorique n'était que sur 2 guerriers se battant pour l'honneur, vous regardez les mauvaises données. Nous devons voyager au Kenya sur un site appelé Nataruk. Cet endroit a 10 000 ans. Aujourd'hui, c'est un paysage sec et broussailleux près du lac Turkana. Mais il y a 10 000 ans, c'était un lagon luxuriant et fertile. Cela aurait dû être un paradis. Au lieu de cela, les archéologues ont trouvé une scène de crime qui a changé tout ce que nous pensions savoir sur les chasseurs-cueilleurs. Ils ont découvert les restes de 27 individus. Et écoutez ceci, aucun d'entre eux n'a été enterré. Sur un site préhistorique normal, vous trouvez des corps disposés soigneusement, peut-être avec quelques perles ou outils. Cela montre du respect, cela montre de la douleur. À Nataruk, les corps étaient éparpillés. Ils ont été laissés exactement où ils sont tombés. Ils ont été recouverts par les sédiments du lagon, gelés dans leurs moments finaux. Ce n'était pas un cimetière, c'était un site de mortalité massive. L'analyse médico-légale de ces 27 squelettes est effroyable. Les blessures n'étaient pas accidentelles. Elles montrent un traumatisme contondant extrême à la tête. Quelqu'un a frappé leur crâne avec des pierres lourdes, mais ils ont aussi trouvé des blessures par projectiles. Des armes tranchantes ont été enfoncées dans leur corps avec une force massive. Un squelette avait une petite lame d'obsidienne incrustée directement dans le crâne. Et c'est là que les détails médico-légaux deviennent intéressants. L'obsidienne est un verre volcanique. Il est plus tranchant que l'acier chirurgical, mais l'obsidienne ne se trouve pas naturellement juste à côté de Nataruk. C'est un article de commerce. Elle vient de l'extérieur de la région locale. Cela nous dit exactement qui étaient les attaquants. Ce n'étaient pas des voisins réglant indifférents, c'étaient des étrangers.
C'était un groupe d'assaut équipé d'armes étrangères de haute qualité. Ils sont venus avec un plan. La position des corps raconte le reste de l'histoire. Certains ont été trouvés face contre terre, d'autres ont été trouvés avec les genoux pliés. Cela suggère qu'ils tombaient en fuyant ou se recroquevillaient de peur. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que pendant des décennies, les scientifiques ont soutenu que la guerre était une invention moderne. Ils pensaient que la violence organisée ne commençait que lorsque nous avons construit des villes et des fermes. Nataruk détruit cette théorie de plein pied. C'étaient des chasseurs-cueilleurs nomades. Ils n'avaient pas de ville. Ils n'avaient pas de banque. Mais ils avaient la guerre. Et pas seulement les hommes souffraient. Les attaquants ne discriminaient pas. Les squelettes incluèrent des hommes, des femmes et des enfants. L'objectif n'était pas de gagner une bagarre. L'objectif était d'effacer le groupe complètement. Mais parmi les 27 corps à Nataruk, il y a une victime spécifique dont la condition révèle un niveau de cruauté difficile à comprendre. En gros, la tragédie à Nataruk se concentre lorsque vous regardez des cas individuels. Parlons d'une femme spécifique trouvée sur le site. Les archéologues l'ont soigneusement cataloguée, notant la position de ses membres. Ses mains n'étaient pas sur les côtés, elles étaient croisées d'une manière très spécifique. Les poignets étaient rejoints. Les angles des os du radius et du cubitus suggèrent qu'ils étaient attachés avec force. La conclusion est glaçante. Elle était contrainte. Elle a été attachée avant de décéder. Cela change complètement le récit. Ce n'était pas seulement une bataille chaotique où des flèches perdues frappèrent les gens. C'était un scénario de capture. Elle a été immobilisée. Elle était sans défense. Et c'est le moins qu'on puisse dire. L'examen médico-légal a révélé qu'elle était enceinte. Dans la région pelvienne, les chercheurs ont trouvé les petits os fragiles d'un fœtus. Elle portait un enfant, probablement près du terme. Imaginez la scène. Une femme enceinte, mains attachées, agenouillée ou assise au bord du lagon. Les attaquants n'ont montré aucune pitié. Les preuves montrent qu'elle a été éliminée intentionnellement. Ses restes ont été trouvés mélangés aux autres, jetés sans cérémonie. Ce détail spécifique, la contrainte, est crucial. Cela implique une période de contrôle. Les attaquants avaient du temps. Ils avaient la domination. Ils l'ont attaché, peut-être pour interroger, peut-être pour tourmenter, ou peut-être pour l'emmener avec eux avant de décider de mettre fin à sa vie. Cela s'aligne avec les théories les plus sombres sur les raids préhistoriques. Souvent, l'objectif n'était pas seulement les ressources, c'était les gens. Mais quelque chose a mal tourné, ou le plan a changé, et le résultat a été l'extermination totale. Le site Nataruk montre aussi des victimes avec des genoux écrasés. Pourquoi écraser un genou? Pour empêcher quelqu'un de courir. C'est une blessure tactique. Si vous cassez les jambes de ceux qui courent, vous pouvez vous occuper d'eux à votre convenance. Ce niveau de cruauté calculé, attacher des femmes enceintes, écraser des genoux avec des gourdins, révèle un côté psychologique sombre de l'Homo sapiens qui est là depuis au moins 10 000 ans. Nous sommes capables d'une coopération immense, oui. Mais nous sommes aussi capables de l'élimination méthodique des sans-défense. Alors que Nataruk nous montre la fin d'une vie, les données génétiques d'autres sites suggèrent que pour certaines femmes, la survie signifiait un destin qui était tout aussi traumatisant. L'invasion génétique. Alors, voici l'affaire avec notre ADN. Si vous êtes d'ascendance non africaine, vous portez entre 1 et 4% d'ADN néandertalien. Pendant longtemps, les articles de sciences populaires ont traité cela comme un fait curieux. Ils ont peint une image de romance préhistorique. Ils ont imaginé des Néandertaliens et des Sapiens se rencontrant dans les forêts d'Europe et tombant amoureux. Mais le contexte archéologique suggère quelque chose de beaucoup plus sombre. Nous devons voir comment cet ADN est arrivé là. Le mélange génétique, le mélange de gènes, se produit lorsque deux populations s'accouplent. Mais dans le contexte de la violence que nous venons de discuter, la consommation de rivaux, les blessures de lance, les massacres, il est extrêmement improbable que ces unions aient été consensuelles. Les modèles de violence contre les femmes à l'ère paléolithique étaient systémiques. Quand un groupe attaquait un autre, les hommes étaient souvent éliminés, comme à Nataruk, mais les femmes étaient souvent prises. C'est un modèle que nous voyons dans la guerre historique et les conflits tribaux à travers l'histoire. Le 1 à 4% est probablement le résultat de l'enlèvement et de la coercition. Les théories sur l'extinction des Néandertaliens pointent souvent vers l'assimilation. Mais l'assimilation est un mot poli. Si les guerriers sapiens attaquaient un camp néandertalien, éliminaient les mâles avec leurs armes de portée supérieure, les lances de jet et atlatl que nous avons discutés dans la partie 1, et prenaient les femelles,
Ce n'est pas de la romance, c'est de la conquête. Les études génétiques sur le chromosome primide soutiennent cela. Nous voyons très peu d'ADN du chromosome Gibi néandertalien chez les humains modernes. Le chromosome HIP est transmis du père au fils. Son absence suggère que les hommes néandertaliens ne se reproduisirent pas avec succès avec les femmes sapiens. Cependant, nous voyons les marqueurs d'ADN mitochondrial et nucléaire. Cette asymétrie suggère fortement que le flux génétique était principalement des femmes néandertaliennes vers les groupes sapiens. Et écoutez ceci, les différences physiques auraient été marquées. Les néandertaliens étaient robustes, avec des arcades sourcilières lourdes et une force physique immense. Les sapiens étaient graciles et plus grands. La dynamique sociale de ces interactions est impossible à savoir avec certitude, mais la preuve biologique de la reproduction forcée s'inscrit dans le paysage violent que nous voyons dans les eaux. Ce mélange était probablement un sous-produit de la domination. Nous portons les gènes des survivants, mais ces survivants ont probablement subi une agression ciblée pour transmettre ces gènes. Les données génétiques sont abstraites, mais quand nous regardons les crânes de femmes de cette période, la preuve de mauvais traitement devient physique et indéniable. Nous devons parler des fractures par dépression. En bioarchéologie, une fracture par dépression est une empreinte dans le crâne causée par un objet contondant. Elle ne brise pas la peau ni ne met fin à la vie immédiatement, mais laisse une marque permanente sur l'os. Quand les chercheurs regardent les crânes des périodes du Paléolithique supérieur et du Néolithique, ils remarquent une tendance troublante. Un nombre disproportionné de ces fractures se trouve sur des crânes féminins. Ce n'est pas si simple, cependant. Vous pourriez penser, peut-être qu'elles combattaient aussi dans les guerres. Et oui, les femmes combattaient. Mais l'emplacement des blessures raconte une histoire différente. Beaucoup de ces coups sont sur le haut ou l'arrière de la tête. En combat face à face, vous êtes frappé au visage ou au front. Un coup à l'arrière de la tête implique que la victime s'éloignait, fuyait ou se baissait, ou elles étaient frappées par quelqu'un qui les dominait depuis une position debout. C'est la signature médico-légale du conflit domestique ou basée sur la capture. Regardons le spécimen néandertalien de Saint-Césaire en France. Ce crâne montre une fracture massive guérie d'un outil tranchant. L'individu a survécu au coup. Bien que nous ne puissions pas déterminer le genre de chaque fossile fragmenté avec 100% de certitude, le modèle général sur les sites humains anciens indique que les femmes absorbaient un volume élevé de traumatisme non létal. Cela suggère une société où la violence était une méthode quotidienne de contrôle. Les psychologues évolutionnistes ont débattu de cela pendant des années. Certains modèles suggéraient que les mâles agressifs, les guerriers féroces, étaient les plus réussis à transmettre des gènes. Cela encouragerait la violence contre les femmes comme une stratégie reproductive. Cependant, les données modernes renversent cela. Les études sur des tribus de chasseurs-cueilleurs existantes, comme les Waorani en Amazonie, montrent que les guerriers les plus agressifs, ceux qui éliminent le plus de personnes dans les raids, avaient en fait des taux de survie plus bas pour leurs enfants. Pourquoi? À cause des cycles de vengeance. Si vous êtes trop violent, vos ennemis reviennent et attaquent votre famille. Donc, la violence que nous voyons sur les crânes féminins pourrait ne pas être un succès évolutif. Cela pourrait être un échec évolutif. Cela représente le chaos d'une société où l'état de droit n'existait pas. Les crânes maltraités sont des témoins silencieux. Ils nous disent que pour une femme au Pléistocène, la menace ne venait pas seulement du lion des cavernes dehors. Elle venait de la personne qui tenait la massue à l'intérieur de la grotte. Mais avant de les juger comme des monstres complets, nous devons regarder l'autre côté de la médaille, la preuve qui prouve qu'ils étaient aussi capables d'émotions profondes et complexes. La partie folle est d'essayer de réconcilier cette brutalité avec leur intelligence. Si les Néandertaliens n'étaient que des bêtes sans esprit, la violence aurait du sens. Mais l'archéologie prouve qu'ils étaient sophistiqués. Sur le site de Krapina en Croatie, le même endroit où nous trouvons les os traités, nous trouvons aussi quelque chose de beau. Des serres d'aigle. Ce n'étaient pas juste des restes de repas. L'aigle à queue blanche est un oiseau majestueux et difficile à attraper. Les serres trouvées à Krapina avaient des marques de coupe distinctes et étaient polies. Elles ont été modifiées pour être enfilées sur un cordon. Ils fabriquaient des bijoux. C'est énorme. Pour faire des bijoux, vous avez besoin de pensée symbolique. Vous devez comprendre le concept de soie et de beauté. Vous devez valoriser l'aigle non seulement pour sa chair, mais pour son pouvoir ou son esthétique. Les Néandertaliens se paraient, ils avaient une culture, et ils avaient de la compassion. Vous vous souvenez de l'homme de Maba, l'individu avec le crâne écrasé qui a survécu?
Il n'aurait pas pu survivre seul. Il aurait été étourdi, probablement aveugle d'un œil et incapable de chasser. Il aurait été un poids mort. Mais son groupe l'a nourri, ils l'ont protégé, ils ont pris soin de lui jusqu'à ce qu'il guérisse. Nous voyons cela aussi dans la grotte de Shanidar. Shanidar I était un néandertalien masculin âgé. Il était aveugle d'un œil, avait un bras atrophié et boitait. Il a vécu pendant des décennies avec ses handicaps. Sa tribu a pris soin de lui. Cela crée une paradoxe terrifiante. Les mêmes êtres qui pouvaient prendre soin gentiment d'un vieillard handicapé ou fabriquer un collier de cerf d'aigle étaient aussi capables de l'élimination calculée et de l'utilisation de leurs voisins. Cela souligne que la violence et la culture ont évolué ensemble. Le côté sombre et le côté lumineux ne sont pas séparés, ils sont entrelacés. La coopération requise pour soigner l'homme de Maba est la même coopération requise pour organiser un raid à Nataruk. Les sapiens ont finalement gagné la guerre pour la planète. Nous avions une meilleure technologie, les armes à projectiles. Nous avions des nombres plus grands. Nous avons poussé les Néandertaliens dans les montagnes et finalement à l'extinction. Mais en faisant cela, nous avons absorbé leur ADN et possiblement leur capacité à la fois pour la violence extrême et pour le soin extrême. Les ombres du passé sont longues. L'exocannibalisme, la coercition, la guerre n'étaient pas une anomalie. C'était la forge qui nous a façonnés. Nous avons regardé les os et les armes, mais il y a une dernière pièce de preuve, l'art sur les murs des grottes, qui montre exactement comment ils voyaient eux-mêmes cette violence. Donc, savoir que nos ancêtres étaient capables d'une telle cruauté calculée change-t-il la façon dont vous voyez l'humanité moderne? Sommes-nous vraiment si différents des guerriers à Nataruk? Laissez-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous voulez voir la preuve visuelle de ces batailles anciennes, assurez-vous d'aimer et de vous abonner pour la partie 3. Tout le monde est obsédé par l'idée que les humains anciens vivaient dans de petites tribus pacifiques. En gros, nous voulons croire que la guerre est une erreur moderne. Mais l'archéologie de la défense dit le contraire. Dans le nord de l'Irak, datant d'il y a 10 000 ans, nous trouvons les fondations de forts. En Anatolie, nous trouvons des murs massifs construits 5 000 ans avant Jésus-Christ. Vous ne construisez pas un fort pour vous protéger des ours. Vous construisez un fort pour vous protéger des autres personnes. Ces structures sont la preuve ultime que la peur était l'émotion dominante du monde préhistorique. Et cette peur nous a poussés à construire les premières machines de guerre. Alors, voici l'affaire. Quand nous regardons le traumatisme squelettique, comme le trou dans le crâne à Nataruk, nous devons déduire ce qui s'est passé. Nous agissons comme des détectives, mais parfois, les anciens nous l'ont rendu facile. Ils ont dessiné des images du crime. Voyagez à Tassili Najer en Algérie. C'est un immense plateau dans le Sahara. Aujourd'hui, c'est un désert, mais entre 4300 et 2500 avant Jésus-Christ, c'était une savane. Et les gens qui vivaient là étaient obsédés par l'archerie. L'art rupestre ici est spécifique. Nous voyons des groupes de figures. Ils ne sont pas seuls. Ils sont organisés en ligne ou en groupe. Et ils tiennent des arcs. Mais voici le détail. Les cibles ne sont pas des animaux. Les cibles sont d'autres groupes de figures. Les peintures représentent des projectiles volant entre des côtés opposés. C'est crucial. Cela confirme que la guerre à distance était une tactique standard. Comme nous l'avons discuté dans la partie 1 avec l'invention du projectile, la capacité d'éliminer des menaces depuis une distance a changé la donne. L'art à Tassili visualise cela. Il montre de la coordination. Vous voyez des flanqueurs, vous voyez des lignes d'escarmouche. Cela implique du leadership. Vous n'obtenez pas une ligne d'archers tirant à l'unisson sans un commandant. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que cet art détruit la théorie de l'escarmouche. Pendant des années, les anthropologues pensaient que les premières bagarres n'étaient que des combats désordonnés. Tassili prouve que c'étaient des batailles. Elles avaient une structure, elles avaient des tactiques, et les dates s'alignent parfaitement avec l'augmentation de la concurrence pour les ressources. Alors que le Sahara commençait à s'assécher, l'eau est devenue rare, l'art nous montre le résultat. Violence organisée pour sécuriser les dernières terres vertes. Mais tandis que l'art africain montre la bataille, une grotte en Espagne montre ce qui est arrivé aux perdants après la fin du combat. Dessinez la sentence de mort. Espagne, 5000 avant Jésus-Christ. La grotte Remigia. Le style d'art ici est connu sous le nom d'art levantin. Il est dynamique et plein de mouvements. Mais une scène se démarque, et c'est un cauchemar. La peinture représente un groupe d'archers. Ils lèvent leurs arcs, mais ils ne visent pas un ennemi qui charge. Ils visent une figure qui est immobile.
L'interprétation est controversée mais largement acceptée par les experts. C'est une exécution. La victime est isolée. Les archers sont positionnés comme un escadron. Ce n'est pas la chaleur de la bataille. C'est l'élimination froide et calculée d'un prisonnier ou d'un criminel. Cela implique une hiérarchie sociale. Pour exécuter quelqu'un, vous avez besoin d'autorité. Vous avez besoin d'une société qui comprend des concepts comme la punition ou le sacrifice rituel. Cela correspond aux preuves médico-légales que nous avons vues à Nataruk avec la femme attachée. L'art de Remigia confirme qu'attacher et exécuter des captifs était un trope visuel, quelque chose de si commun qu'ils ont ressenti le besoin de le peindre. Et écoutez ceci. Le détail sur les armes est précis. Les arcs sont dessinés à des longueurs spécifiques. Les pointes de flèches sont clairement représentées. Ces artistes étaient obsédés par la technologie de la mort. Cela suggère que la violence était un pilier central de leur culture. Ce n'était pas quelque chose qu'ils cachaient. C'était quelque chose qu'ils célébraient sur les murs de leurs espaces sacrés. Les exécutions sont assez mauvaises, mais en Chine, ils ont trouvé un site où les corps n'ont pas seulement été éliminés, mais démantelés d'une manière très spécifique. Maintenant, déplaçons-nous à Handan, Chine. La date est environ 2400 avant Jésus-Christ. C'est le néolithique tardif, frôlant l'âge du bronze ancien. La civilisation commence à se former, et avec elle, la terreur organisée. Les archéologues à Handan ont découvert quelque chose qui ressemble à une scène de film sombre. Ils ont trouvé des fosses, mais ces fosses n'étaient pas remplies de grains ou de poteries, elles étaient remplies de crânes, des piles de crânes. Les corps manquaient souvent ou se trouvaient dans des fosses séparées. Cela nous dit quelque chose instantanément. Premièrement, la méthode de mort ou de traitement post-mortem impliquait l'enlèvement de la tête. Cela prend du temps. Dans le chaos d'une bataille, vous éliminez la menace et vous continuez. Pour enlever une tête, vous avez besoin du contrôle du champ. Vous devez gagner la bataille, puis aller au corps et les traiter systématiquement. Deuxièmement, l'empilement suggère une exposition. Dans de nombreuses cultures anciennes, les têtes étaient des trophées. Elles étaient comptées pour prouver la valeur. Ou elles étaient empilées pour intimider l'ennemi. Regardez ce que nous avons fait à ces gars. Vous êtes le prochain. Cela s'aligne avec les théories d'exocannibalisme de Goyette et l'enlèvement de la langue d'Elcidron. Le corps de l'ennemi n'était pas traité comme une personne. C'était un objet, un trophée, une ressource. Le site Handan comble le fossé entre la violence crue et de survie des Néandertaliens et la guerre organisée et ritualisée des premières civilisations. Il montre l'industrialisation de la mort. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Le grand nombre de crânes implique un massacre d'échelle significative. Ce n'était pas une dispute familiale, c'était une armée anéantissant un village. Avec toute cette violence, flèches, exécutions, expositions rituelles, les humains ont dû concevoir une solution pour rester en vie, et cette solution a changé le paysage pour toujours. La meilleure preuve de la guerre n'est pas toujours une arme, c'est un mur. Si le monde était pacifique, vous dormiriez à l'air libre. Vous construiriez votre campement où était l'eau. Mais le registre archéologique montre un changement soudain et désespéré dans la stratégie d'habitation. Dans le nord de l'Irak, datant d'il y a 10 000 ans, nous trouvons les fondations de structures fermées. Ce ne sont pas juste des maisons, ce sont des positions défensives. Elles sont construites sur un terrain élevé. Elles ont des points d'entrée restreints. Vous ne construisez pas une maison avec une petite porte et des murs épais, à moins de vous inquiéter de qui frappe. Avancez rapidement à 5000 avant Jésus-Christ en Anatolie, la Turquie actuelle. Nous commençons à voir des murs de fortification massifs. Ce sont des merveilles d'ingénierie. Ils ont nécessité des centaines de personnes pour construire. Pensez au coût de la main-d'œuvre. Pour construire un mur de pierre autour de votre village, vous devez arrêter de chasser. Vous devez arrêter de cueillir. Vous devez consacrer des milliers d'heures hommes à déplacer des roches. Aucune société ne fait cela à moins que la menace ne soit existentielle. L'existence de ces murs prouve que les groupes d'assaut, comme ceux qui ont détruit Nataruk, étaient une menace constante et globale. Le paysage était une zone de danger. En gros, l'invention de l'architecture a été poussée par le besoin de ne pas être attaqué pendant le sommeil. Et voici la partie folle. La conception de ces premiers forts inclut souvent des portes de déviation ou des points d'étranglement. Ce sont des conceptions tactiques spécifiques destinées à ralentir une force attaquante pour que vous puissiez leur lancer des lances depuis le haut. Cela se connecte à nouveau avec l'avantage des sapiens, les armes à distance. Le mur vous permet d'utiliser votre avantage de projectile tout en restant en sécurité.
C'est l'évolution ultime de la règle de distance égale sécurité que nous avons discuté dans la partie 1. Mais tandis que les murs protégèrent les vivants, les outils utilisés pour les briser et les personnes qui les ont faits poussaient un événement d'extinction beaucoup plus grand à travers le monde. Nous devons revenir à l'arme qui a rendu tout cela possible, le coup de grâce mentionné dans le matériel source. En Afrique du Sud, datant d'il y a 71 000 ans, nous trouvons des lames. Ce sont de petits fragments de pierre traités thermiquement. Ils semblent insignifiants. De petits morceaux de roche. Mais ce sont l'équivalent préhistorique des munitions à haute vitesse. Avant les lames, vous deviez trouver une grosse roche et façonner une grosse pointe de lance. C'était lourd et intensif en ressources. Les lames sont efficaces. Vous pouvez en faire des dizaines à partir d'un seul noyau. Vous les attachez à une hampe légère en utilisant de la colle et de la corde pour faire des flèches ou des lances de jet légères. Cette technologie a permis à l'Homo sapiens de projeter de la force sur une zone massive avec très peu de ressources. C'est ainsi que nous avons déplacé les Néandertaliens. Ce n'était pas toujours une bataille dramatique comme dans un film, c'était une pression logistique. Les sapiens pouvaient abattre plus de proies depuis plus loin. Nous pouvions risquer des conflits avec les Néandertaliens parce que nous pouvions les frapper depuis 50 yards pendant qu'ils devaient s'approcher. Pendant des milliers d'années, cette asymétrie technologique a forcé les Néandertaliens vers des terres marginales. Nous les avons poussés hors des meilleurs terrains de chasse. Nous les avons poussés dans les montagnes. Et là, ils sont morts de faim. La violence que nous voyons dans les os, la blessure dans la côte de Shanidar III, est le résultat direct de cette technologie de lame. Cette blessure a probablement été causée par un projectile léger à haute vitesse, une arme à pointe de lame. Donc l'extinction des Néandertaliens n'était pas un accident, c'était une campagne militaire au ralenti alimentée par une ingénierie supérieure. Nous ne les avons pas seulement surpassés en pensée, nous les avons surpassés en fabrication. Maintenant que nous avons les armes, les murs et les corps, nous devons poser la question finale. Comment savons-nous que quelque chose de tout cela est réel, et pas juste une histoire ? Les peintures en Algérie et les crânes en Chine ne laissent aucun doute. Notre histoire est écrite dans le sang et la pierre. Mais la science rattrape enfin les histoires orales. La bioarchéologie élimine les mythes et nous montre la réalité crue et non filtrée de notre passé. Si vous pensez que les preuves ne peuvent pas devenir plus sombres, vous avez tort. Politique de famine. Nous avons parlé de manger des personnes pour la nourriture. Mais il y a un autre type de consommation mentionné dans les archives, l'endocannibalisme. C'est manger votre propre famille. Cela ressemble à un cauchemar, mais pour les Néandertaliens, cela aurait pu être un acte d'amour ou de douleur. Les marques de coupe sur les os à Krapina débattent de cette distinction. Nettoyaient-ils les os pour les enterrer ou pour festoyer? La différence se réduit à des égratignures microscopiques. Et comprendre cela correctement change tout ce que nous savons sur la religion néandertalienne. Voici l'affaire. Parfois, l'acte le plus horrible est en réalité un rituel mal compris. Alors, voici l'affaire sur l'environnement. Nous ne pouvons pas parler de la violence à Jebel Sahaba sans parler du climat. Le matériel source lie explicitement les 58 squelettes trouvés là aux inondations du Nil causant la pénurie. C'est un contexte crucial. Entre 12 000 et 14 000 ans, le climat en Afrique du Nord oscillait sauvagement. Le Nil n'était pas juste une rivière, c'était la seule ligne de vie. Quand il inondait de manière imprévisible, il effaçait l'écologie locale. Les tubercules ne poussèrent pas, les animaux de chasse s'éloignaient. Soudain, vous avez plusieurs groupes d'Homo sapiens entassés dans une zone habitable qui rétrécit. Le résultat fut le massacre que nous voyons dans les eaux. Près de la moitié de la population est morte violemment. Cela prouve que la guerre préhistorique n'était pas sur l'idéologie ou la religion, c'était sur les calories, et c'est le moins qu'on puisse dire. La pression était si intense qu'ils ne pouvaient pas se permettre de laisser partir qui que ce soit. Ils ont éliminé les femmes et les enfants parce que chaque bouche supplémentaire était une menace pour la survie de la tribu. Cela détruit l'idée que les humains primitifs vivaient en équilibre avec la nature. Quand la nature s'est retournée contre eux, ils se sont retournés les uns contre les autres. Les pressions environnementales mentionnées dans le texte ont été le catalyseur de la cruauté. Nous voyons ce même modèle en Europe avec les Néandertaliens pendant les cycles glaciaires. Alors que les calottes glaciaires se déplaçaient vers le sud, la terre habitable rétrécissait. Les Néandertaliens et les sapiens ont été poussés dans les mêmes vallées.
Les territoires qui se chevauchaient ont conduit au choc que nous avons discuté dans la partie 1. C'est une règle simple et brutale de l'histoire. Quand la carte rétrécit, les guerres s'agrandissent. Mais tandis que la pénurie explique la guerre, elle n'explique pas pourquoi certains groupes mangeaient leurs ennemis tandis que d'autres mangeaient leurs amis. Nous devons être spécifiques sur les types de consommation. Le matériel source fait une distinction clé entre l'endocannibalisme et l'exocannibalisme. L'exocannibalisme est ce qui s'est passé à Goyette, partie 1. C'est manger des étrangers, c'est agressif, c'est nutritionnel, c'est utiliser l'ennemi pour le détruire. L'endocannibalisme est différent, c'est manger ou traiter les membres de votre propre groupe. Dans la grotte de Krapina en Croatie, ce débat a duré des décennies. Nous trouvons des centaines d'hôtes. Ils avaient des marques de coupe. Mais ont-ils été mangés? Ou ont-ils été écorchés pour l'enterrement? Voici le détail. Dans certaines cultures, vous ne pouvez pas enterrer un corps avec de la chair. La chair est considérée comme corrompue. Donc, vous utilisez des outils de pierre pour enlever la chair des os pour les purifier. L'analyse microscopique à Krapina montre des marques de coupe qui sont ambiguës. Elles ne sont pas spécifiquement dirigées vers la boîte crânienne de la manière dont vous vous attendriez si vous essayez juste d'obtenir le plus de calories rapidement. Cependant, les données des périodes chaudes de Krapina excluent la famine. Ils ne mouraient pas de faim, donc s'ils les consommaient, c'était un choix culturel. Mais à Moulaguercy en France, le verdict est plus sombre. Là, il y a 100 000 ans, les marques de coupe sur les Néandertaliens étaient identiques aux marques de coupe sur les cerfs. Ils ont brisé les os longs pour obtenir la moelle. Cela suggère que pour certains groupes néandertaliens, il n'y avait pas de distinction sacrée. Un corps mort était un corps mort. Que ce soit la grand-mère ou un soldat ennemi, la protéine était trop précieuse pour être gaspillée. Cette vision utilitaire du corps humain est quelque chose que la société moderne ne peut pas comprendre. Mais au Pléistocène, la sentimentalité était un luxe qu'ils ne pouvaient pas toujours se permettre. Parlant de luxe, l'idée que le mâle alpha violent était le gagnant ultime de l'évolution s'avère être un mythe complet. Tout le monde est obsédé par la théorie du mâle alpha. Nous pensons que dans le passé violent, le type qui éliminait le plus d'ennemis obtenait plus de femmes et avait plus d'enfants. Cela a du sens sur le papier. Mais les données des tribus Waorani, citées dans notre recherche, renversent cela. Les Waorani sont un groupe moderne de chasseurs-cueilleurs en Amazonie avec des taux très élevés de violence. Les anthropologues ont tracé les guerriers les plus zélés, les types qui étaient les plus agressifs dans les raids. Et écoutez ceci. Ces mauvais guerriers n'avaient pas plus d'enfants survivants. En fait, ils en avaient souvent moins. Pourquoi? Parce que la violence est un cycle. Si vous tuez le frère de quelqu'un, ils reviennent vous tuer. Et ils ne vous tuent pas seulement, ils attaquent votre famille. Les disputes mentionnées dans le texte sont multigénérationnelles. Donc, tandis que le guerrier agressif pourrait obtenir beaucoup de statut social sur le moment, il devient une cible. Son espérance de vie diminue. La sécurité de ses enfants diminue. Cela révèle un fascinant contrôle évolutif sur la violence. Si tout le monde était psychopathe, la tribu s'éteindrait. La sélection naturelle favorisait en fait la coopération au milieu du conflit. Vous aviez besoin de types qui pouvaient se battre, oui, mais vous aviez aussi besoin de types qui pouvaient désescalader. Vous aviez besoin de diplomatie. Le survivant de l'homme de Maba, partie 1, prouve cela. Il était blessé et ne pouvait pas se battre. Mais ils l'ont gardé en vie. Si la tribu ne valorisait que les mauvais guerriers, il l'aurait laissé mourir. Le fait qu'il l'ait soigné montre qu'il valorisait autre chose, peut-être sa connaissance, ses relations ou sa sagesse. En gros, être un monstre était utile pour le groupe, mais c'était souvent une mission qui se terminait avec la lignée génétique de l'individu. Alors que les guerriers combattaient et périssaient, les Néandertaliens étaient lentement poussés dans un coin géographique dont ils ne pouvaient pas s'échapper. Nous devons regarder la carte. Le matériel source couvre la période de 300 000 à 40 000 ans. C'est le compte à rebours final pour les Néandertaliens. Les territoires qui se chevauchaient mentionnés n'étaient pas statiques. Ils bougeaient. Alors que l'Homo sapiens se développait hors d'Afrique et en Europe, nous ne marchions pas seulement vers des terres vides. Nous marchions vers les salons des Néandertaliens. Mais nous avions la technologie des lames, partie 3, et des densités de population plus élevées. Les sites archéologiques montrent un modèle de déplacement. Les sites néandertaliens dans les basses terres ouvertes, les bons terrains de chasse, commencent à disparaître.
Ils sont remplacés par des sites sapiens. Les Néandertaliens se retirent vers les terres marginales, les montagnes d'Espagne, comme El Cidron, les grottes de Croatie, les hautes altitudes, un terrain difficile. C'est un scénario classique de réfugiés. Dans ces poches isolées, les ressources étaient encore plus rares. Cela a probablement augmenté le cannibalisme de survie que nous voyons dans des endroits comme El Cidron. Ils ne se mangeaient pas seulement les uns les autres parce qu'ils étaient des monstres. Ils se mangeaient les uns les autres parce qu'ils étaient assiégés, ils étaient coupés des routes de migration du bison et du renne. Le mélange génétique, le 1 à 4% d'ADN, s'est probablement produit à ces frontières. Dans le chaos du déplacement, les interactions, à la fois violentes et de contenu pour adultes, se sont produites. Mais la géographie est le destin. Vous ne pouvez pas survivre dans les hautes montagnes pour toujours pendant un âge de glace. Les sapiens tenaient les vallées. Les Néandertaliens tenaient les pics. Et finalement, le froid et la faim les ont pris. La violence que nous voyons dans les os est le résultat d'une espèce luttant le dos au mur. Les Néandertaliens sont partis, mais les comportements qui les ont détruits et nous ont sauvés sont toujours très vivants dans nos cerveaux modernes. Alors, quel est le verdict final? Le texte établit clairement: les comportements sombres sont nés des pressions de survie, façonnant les traits humains modernes comme la coopération au milieu du conflit. C'est la conclusion la plus importante. La violence n'était pas un accident. C'était une caractéristique. La coopération que nous valorisons aujourd'hui, notre capacité à travailler en équipe, construire des villes, avoir de l'empathie, a évolué à cause du conflit. Vous devez coopérer avec votre groupe pour survivre au raid de l'autre groupe. La bioarchéologie nous donne la preuve directe. Elle coupe à travers les histoires orales qui pourraient essayer de faire paraître nos ancêtres comme des héros. Les os nous disent que nous sommes les descendants des survivants. Et les survivants étaient ceux qui étaient prêts à faire ce qui était nécessaire. Ils ont exécuté la femme enceinte à Nataruk pour effacer l'avenir de l'ennemi. Ils ont utilisé les enfants à Goyette pour assurer des protéines pour les leurs. Ils ont lancé la lance à Shanidar III pour dégager le territoire. Nous sommes ici parce qu'ils ont fait ces choses. C'est inconfortable, c'est sombre, mais c'est la vérité. Le côté sombre des Néandertaliens et de l'Homo sapiens n'est pas juste une histoire d'horreur, c'est notre histoire d'origine. Nous portons la capacité du soin montré à l'homme de Maba et la cruauté montrée à Andan. Les deux sont des outils dans la trousse de survie humaine. La question est, quel outil choisissons-nous d'utiliser aujourd'hui? Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la ligne entre civilisation et sauvagerie est plus mince que nous ne le pensons. Les preuves médico-légales du Paléolithique prouvent que quand les choses deviennent difficiles, les humains sont capables de tout. Anatomie d'une défaite. Tout le monde veut une fin heureuse. Nous voulons entendre que les Néandertaliens et les humains ont finalement fait la paix. Mais l'archéologie ne fait pas de fins heureuses. Elle traite des faits durs. Et le fait est que le remplacement des Néandertaliens par les sapiens a pris plus de 5000 ans de conflits qui se chevauchent. C'est 5000 ans de peur, de raids et de disputes territoriales. Décomposons la chronologie de ce déplacement et montrons exactement comment le côté sombre de notre nature est devenu notre plus grand outil de survie. Alors, voici l'affaire sur l'affrontement de combat. Nous avons établi que les deux espèces étaient violentes, mais elles n'étaient pas violentes de la même manière. Cette distinction est critique pour comprendre le résultat. Les Néandertaliens étaient construits pour le combat à fort impact et courte distance. Leur anatomie était robuste, des os épais, des insertions musculaires lourdes. Leur arme principale, comme nous l'avons discuté, était la lourde lance de poussée. Pour éliminer une cible avec une lance de poussée, vous devez vous engager. Vous devez combler l'écart. Cela a du sens pour chasser des mammouths laineux, où vous avez besoin d'une puissance massive. Mais dans un conflit contre d'autres humains, c'est une responsabilité. L'Homo sapiens a apporté une capacité à maintenir la distance. La technologie des lames d'Afrique du Sud, 71 000 ans, et le développement ultérieur de l'atlatel, lanceur de lance, ont permis aux sapiens d'infliger des dégâts depuis l'extérieur de la zone d'engagement du Néandertalien. Pensez à la blessure de Shanidar III à nouveau. Une blessure par projectile dans la côte, venant d'en haut, avec une trajectoire cohérente avec une arme de jet. Cela implique que les sapiens utilisaient des tactiques de frapper et courir.
Ils pouvaient harceler des groupes néandertaliens, infliger des blessures et se retirer avant que les néandertaliens ne puissent lutter avec eux. Dans un conflit à long terme s'étalant sur des milliers d'années, cette asymétrie tactique est décisive. Vous n'avez pas besoin de gagner chaque combat. Vous avez juste besoin de saigner l'ennemi tout en gardant vos propres pertes basses. Les néandertaliens étaient redoutables 1 contre 1, mais les sapiens ne se battèrent pas 1 contre 1. Nous nous battions depuis une distance et nous nous battions en groupes plus grands. Et écoutez ceci. Le registre archéologique montre que les sapiens avaient des densités de population plus élevées. Nous avions plus de troupes. Donc, le côté sombre n'était pas seulement sur la cruauté, c'était sur la logistique. Nous avons apporté une approche industrielle au conflit que les Néandertaliens, avec leurs groupes plus petits et isolés, ne pouvaient simplement pas résister. Mais gagner la guerre ne nécessitait pas seulement de meilleures armes, cela nécessitait une capacité psychologique à déshumaniser l'ennemi avec laquelle nous luttons encore aujourd'hui. Si vous marchez dans un musée et regardez un crâne paléolithique, vous regardez un miracle de survie. Mais si vous regardez de plus près, spécifiquement aux marques sur l'os trouvées dans des grottes comme Goyette en Belgique ou El Cidron en Espagne, vous voyez autre chose. Vous voyez des marques de coupe, pas du type fait par la dent d'un lion ou la mâchoire d'une hyène. Vous voyez des stries de précision faites par des outils de pierre. Nous avons passé des décennies à nous raconter une histoire réconfortante, que les humains préhistoriques étaient des sauvages nobles, vivant en harmonie jusqu'à ce que la civilisation nous gâche. Mais les preuves médico-légales suggèrent que les États-Unis de la préhistoire étaient en réalité un théâtre d'horreur absolue. Pourquoi est-il si facile pour les humains d'éliminer d'autres humains? Pourquoi avons-nous une histoire tachée de tant de sang? La réponse n'est pas seulement la haine. La réponse réside dans un concept terrifiant appelé exocannibalisme. Pour comprendre qui nous sommes, nous devons regarder la chair. Spécifiquement quand les personnes sont devenues de la chair. C'est l'histoire sombre de comment la violence est devenue la colle sociale qui a maintenu nos ancêtres ensemble. Clarifions une chose, le cannibalisme dans le registre préhistorique n'était pas toujours sur la famine. Oui, pendant les maximums glaciaires, quand les troupeaux de rennes se déplaçaient vers le sud et que les calottes glaciaires écrasèrent le paysage, la faim était une force motrice. Mais les preuves à Goyette, Belgique, racontent une histoire différente, plus glaçante. Les os néandertaliens trouvés là, datant d'environ 40 000 à 45 000 ans, montrent des signes clairs de boucherie. Ils ont été écorchés, débités et traités pour la moelle. Mais voici le détail. L'analyse des isotopes, la signature chimique de ce que vous mangez et où vous avez vécu, montre que les victimes à Goyette n'étaient pas locales. C'étaient des étrangers. Ils ont voyagé depuis une région différente, ont rencontré un groupe local et ont été traités systématiquement. C'est l'exocannibalisme, manger les étrangers. Cette distinction est cruciale. Cela suggère que manger l'autre n'était pas juste un repas, c'était une déclaration. C'est la racine de la xénophobie. Pour manger une autre personne, quelqu'un qui marche comme vous, parle comme vous et vous ressemble, vous devez effectuer une manœuvre psychologique massive. Vous devez cesser de les voir comme une personne. Vous devez les reclasser biologiquement. Vous changez un interrupteur dans votre cerveau qui change son étiquette de humain égal à ressources chères. Cette capacité à éteindre l'empathie est un trait cognitif distinct. Et honnêtement, l'Homo sapiens excellait en cela. Alors que les Néandertaliens pratiquaient certainement le cannibalisme, comme vu à El Cidron et Moulaguerci, les sapiens ont porté le nous contre eux à une échelle industrielle. C'est là qu'entre la colle sociale. Pour maintenir un grand groupe de personnes ensemble, vous avez besoin de plus que de l'amitié. Vous avez besoin d'un ennemi commun. La violence contre les Néandertaliens et contre d'autres groupes sapiens n'était pas un dysfonctionnement de la société. C'était l'agent liant. Les psychologues évolutionnistes soutiennent que notre coopération est l'envers de notre agression. Nous sommes incroyablement aimants, altruistes et loyaux envers les personnes dans notre cercle, parce que nous sommes incroyablement impitoyables envers les personnes en dehors de celui-ci. Plus la haine pour eux est profonde, plus le lien pour nous est fort. Cet endurcissement psychologique est ce qui nous a permis de survivre au Pléistocène. Mais cela a laissé une cicatrice dans notre psyché que nous n'avons pas encore guérie. Les Néandertaliens vivaient dans de petits groupes familiaux unis. Leurs cercles sociaux étaient probablement limités aux personnes qu'ils connaissaient personnellement.
un concept connu sous le nom de nombre de Dunbar, qui suggère que les humains ne peuvent maintenir des relations stables qu'avec environ 150 personnes. Mais l'Homo sapiens a fait quelque chose de radical. Nous avons inventé la parenté fictive. C'est la capacité de traiter un étranger comme un frère. Comment? À travers des symboles, des mythes et des croyances partagées. Si vous portez les mêmes perles que moi, comme les perles de coquillage trouvées dans la grotte de Blombo, ou si vous adorez le même totem homme-lion, vous êtes mon frère, même si nous ne partageons pas d'ADN. Cela semble bien, n'est-ce pas? Cela ressemble au début de la civilisation. Mais dans le contexte de l'âge de glace, c'était une arme. La parenté fictive a permis aux sapiens de former des alliances et des armées qui surpassaient en nombre les groupes néandertaliens. Nous savons que les Néandertaliens avaient une culture. À Krapina, Croatie, nous trouvons des serres d'aigle qui ont été modifiées pour être portées comme bijoux il y a 130 000 ans. Cela prouve qu'ils avaient du symbolisme, ils avaient des sentiments, ils avaient une identité. Mais dans le conflit entre espèces, ces sentiments étaient probablement réservés à leur propre clan. Ils ne pouvaient pas étendre leur empathie. Les sapiens le pouvaient. Nous pouvions organiser un groupe de guerre de 300 hommes de différentes tribus pour effacer une vallée. Les Néandertaliens, vivant dans des poches isolées de 10 ou 20, n'avaient aucune chance contre cette technologie sociale. C'est pourquoi nous disons que la guerre est un outil social. Elle organise l'énergie. La violence témoignée à Jebel Sahaba au Soudan, datant d'environ 13 000 ans, est la preuve ultime. Ce n'était pas une bagarre de bar, c'était systématique. À Jebel Sahaba, nous trouvons des dizaines de squelettes avec des pointes de flèches en silex incrustées dans leurs os. Certaines victimes avaient des fractures guéries d'attaques précédentes, seulement pour être éliminées dans un assaut final. C'était un conflit multigénérationnel. La colle qui maintenait cette tribu ensemble était la guerre perpétuelle contre ses voisins pour les ressources du Nil. Si vous pensez que la déshumanisation est un mot trop fort, regardons Nataruk au Kenya. Datant d'environ 10 000 ans, Nataruk est essentiellement une scène de crime gelée dans le temps. Un groupe de chasseurs-cueilleurs a été pris en embuscade au bord d'un lagon. Mais les détails sont ce qui tient les archéologues éveillés la nuit. Trouvé parmi les victimes était un homme qui avait été contraint. Ses mains étaient attachées. Laissez cela s'assimiler. Vous n'attachez pas un lion. Vous n'attachez pas une gazelle. Vous attachez un humain. La preuve de prisonniers attachés à Nataruk et des représentations similaires dans l'art rupestre à Remigio en Espagne prouve que la violence avait évolué au-delà de simplement éliminer. Elle était devenue performative. La fonction sociale de la cruauté. Attacher un être humain est un acte de domination totale. Cela transforme un sujet en objet. Cela signale le pouvoir à votre propre groupe. Regardez ce que nous pouvons faire, et la terreur à l'ennemi. C'est le côté sombre de la préhistoire se manifestant comme un spectacle. Cela nous enseigne que la guerre n'était pas seulement sur les ressources, c'était sur le statut. Les guerriers qui pouvaient infliger ce niveau de contrôle étaient probablement célébrés. Ils étaient les héros de leur tribu. Nous sommes les descendants des tribus qui étaient meilleurs à cela. Nous sommes les enfants des gagnants. Et les gagnants étaient ceux qui pouvaient regarder un être humain attaché et terrifié et ne ressentir que du triomphe. Nous devons avoir une conversation difficile sur l'héritage génétique de cette violence. Quand nous analysons l'ADN ancien, nous voyons un modèle troublant sur le genre. Le matériel source établi, le mélange génétique, possiblement de reproduction forcée. C'est une manière éduquée et académique de décrire un cauchemar. Dans le monde ancien, les femmes étaient souvent vues comme une ressource, biologiquement et économiquement similaire au territoire ou au stockage de nourriture. La preuve physique le soutient. Les fractures par dépression trouvées sur des crânes féminins dans le registre paléolithique, un traumatisme contondant à la tête qui a guéri, sont les reçus physiques de cette mentalité. Ces femmes ont été frappées, mais maintenues en vie. À El Cidron, l'analyse de l'ADN a révélé quelque chose de fascinant sur la structure sociale néandertalienne. Les mâles adultes étaient tous étroitement liés, frères, cousins. Les femelles adultes, aucune n'était liée aux hommes ou entre elles. Cela indique la patrilocalité. Les femmes déménagèrent de leur groupe de naissance, les hommes restaient. Bien que cela puisse se produire pacifiquement dans un paysage de guerre totale, cela se produit souvent à travers des raids. Quand une tribu comme celle de Nataruk était anéantie, les hommes étaient éliminés. Les femmes étaient prises. Cela nous amène à la cicatrice génétique la plus révélatrice. Aujourd'hui,
Les humains non africains portent entre 1% et 4% d'ADN néandertalien. Mais voici la partie folle. Nous avons presque 0 chromosome A néandertalien, la ligne paternelle. Si l'accouplement était pacifique et égal, nous devrions voir des pères néandertaliens et des mères sapiens, ainsi que l'inverse. Mais nous ne le voyons pas. Le registre génétique soutient fortement une dynamique spécifique. Mâle sapiens, femelle néandertalienne. La ligne masculine des néandertaliens a été éteinte. La ligne féminine a été absorbée. Cela suggère un scénario de déplacement et de conquête où les hommes sapiens ont imprégné des femmes néandertaliennes, probablement dans le contexte de la captivité, tandis que les hommes néandertaliens ont été retirés du pool génétique complètement. Ce côté sombre suggère que le contrôle coercitif était une partie systémique de l'interaction entre les espèces. Les crânes maltraités racontent une histoire de résilience. Ces femmes ont survécu au traumatisme, au déplacement et à l'effondrement culturel total. Pourtant, elles ont réussi à maintenir leur lignée en vie. Suffisamment en vie pour que leur gène soit en vous en ce moment. La partie la plus folle de toute cette recherche est la contradiction qui vous frappe en plein visage. Si nous ne regardons que la violence, la boucherie et les crânes fissurés, nous manquons exactement la moitié de l'image. Parce qu'en même temps que les humains préhistoriques commettaient ces atrocités absolues, ils accomplissaient des actes de tendresse profonde et inexplicables. C'est le paradoxe ultime de notre espèce. Nous sommes capables de déshumaniser un ennemi, pourtant nous mourrons de faim pour nourrir un être cher. Cette dualité n'est pas une erreur dans notre système d'exploitation, c'est la caractéristique qui nous a permis de conquérir la planète. Pour comprendre le monstre, vous devez comprendre le soignant, parce qu'au Pléistocène, c'était souvent la même personne. Allons en Chine, il y a environ 130 000 ans. Dans la province de Guangdong, les archéologues ont trouvé un crâne connu sous le nom d'homme de Maba. Ce n'était pas n'importe quel fossile, c'était une scène de crime. Le crâne montre des preuves claires d'un traumatisme contondant massif à la tempe droite. Nous parlons d'un coup livré avec une telle énergie cinétique qu'il a déprimé l'os et causé une fracture qui aurait mis un humain moderne dans le coma. L'arme était probablement une massue de pierre ou un projectile lourd. Par toutes les lois de la nature, l'homme de Maba aurait dû mourir là sur le sol de la grotte, succombant à la blessure. Mais voici le retournement qui déconcerte les scientifiques. Il n'est pas mort. L'analyse de la repousse osseuse montre qu'il a vécu pendant des mois, peut-être même des années, après avoir reçu cette blessure qui a écrasé le crâne. L'os a guéri. La fracture s'est ressoudée. Pensez à la logistique de cela pendant une seconde. Un chasseur-cueilleur avec une lésion cérébrale traumatique ne peut pas chasser. Il ne peut pas cueillir. Il ne peut pas se défendre contre un tigre à dents de sabre ou une tribu rivale. C'est un poids mort. Dans un monde affamé de calories, où chaque morceau de chair signifiait la différence entre la vie et la mort, l'homme de Maba était un drain de ressources. Pourtant, l'épreuve prouve qu'il a survécu. Cela signifie que quelqu'un a pris soin de lui. Quelqu'un dans sa tribu a pris la décision consciente de partager sa nourriture avec lui pendant qu'il était incapable. Quelqu'un lui a apporté de l'eau fraîche. Quelqu'un a gardé le feu allumé pour le garder au chaud et a combattu les prédateurs pendant qu'il était sans défense. Cela représente un niveau de bien-être social qui précède la civilisation par des dizaines de milliers d'années. Si l'homme de Maba vous étonne, le cas de Shanidar I vous épatera. Découvert dans la grotte de Shanidar dans les montagnes Zagros en Irak, ce néandertalien masculin, affectueusement connu sous le nom de Nandi, peint une image de soins préhistoriques qui est presque déchirante. Nandi a vécu il y a environ 45 000 ans et physiquement, c'était un désastre total. L'analyse médico-légale de son squelette se lit comme le tableau médical d'une victime d'accident de voiture. Il avait subi un coup massif sur le côté gauche de son visage qui a écrasé son orbite oculaire, le laissant partiellement ou totalement aveugle d'un œil. Le traumatisme a probablement affecté son cerveau, causant possiblement une paralysie de son côté droit. Son bras droit était atrophié et inutile, les os rétrécis par le manque d'utilisation, et il avait été amputé ou cassé au-dessus du coude alors qu'il était encore en vie. Mais ce n'est pas tout. Nandi avait aussi un pied déformé et marchait avec une boiterie sévère et douloureuse. Il souffrait d'une condition dégénérative qui rongeait ses articulations. Dans l'économie brutale et impitoyable du Pléistocène, où vous deviez poursuivre des bisons et lutter avec des mammouths, Nandi était fonctionnellement inutile. Il ne pouvait pas courir, il ne pouvait pas chasser, et il ne pouvait pas se battre. Et pourtant, le registre fossile montre qu'il a vécu jusqu'à être un homme vieux,
environ 40 ou 50 ans. C'est vieux pour un néandertalien. Il a survécu pendant des décennies avec des handicaps qui auraient dû l'éliminer en une semaine. Les détails deviennent encore plus intimes. Ses dents montrent des modèles d'usure inhabituels. Les dents de devant étaient usées d'une manière qui suggère qu'il utilisait sa bouche comme une troisième main, probablement pour saisir des pots ou des outils parce que son bras avait disparu. Mais certains anthropologues suggèrent un niveau de soins encore plus profond. Étant donné ses graves blessures et son manque possible de fonction motrice, il est hautement probable qu'il ne pouvait pas mâcher de la viande dure efficacement. L'usure sur ses dents suggère que quelqu'un d'autre dans son groupe pourrait avoir prémâché sa nourriture pour lui. Imaginez cela. Un autre néandertalien a mâché la viande dure et fibreuse d'une chèvre ou d'un cerf sauvage et l'a ensuite donnée à Nandi, bouche à bouche ou main à bouche, pour s'assurer qu'il ne meure pas de faim. Ce n'est pas juste un instinct de survie, c'est de l'amour. Alors, comment réconcilions-nous l'utilisation des restes dans des endroits comme Goyet, où les néandertaliens traitaient des os pour extraire des nutriments, avec les soins de maisons de retraite vus à Shanidar? Comment la même espèce peut-elle être à la fois monstre et sain? La réponse réside dans ce que les sociologues appellent la colle sociale. La compassion et la cruauté ne sont pas des opposés dans le jeu évolutif, ce sont des partenaires fonctionnels. Soignez l'homme de Maba parce qu'il est à vous. Il est du groupe interne, il fait partie de la tribu. Vous en avez besoin, vous le valorisez, et sa survie renforce le lien émotionnel du groupe. D'un autre côté, vous éliminez la victime à Nataruk parce qu'elle est d'eux. Elle est du groupe externe. Elle représente une menace pour vos ressources, votre eau et votre descendance. La pression évolutive de l'âge de glace, la pénurie des inondations du Nil, les vents glacés des steppes ont aiguisé les deux instincts simultanément. Pour survivre, vous deviez être incroyablement aimant envers votre tribu et incroyablement impitoyable envers tous les autres. C'était une existence binaire. Si vous n'étiez pas prêt à vous battre pour votre groupe, vous mourriez. Si vous n'étiez pas prêt à prendre soin de votre groupe, le groupe s'effondrait et vous mourriez. Ces preuves prouvent que les Néandertaliens possédaient une capacité émotionnelle profonde. Ils n'étaient pas les bêtes sans esprit des caricatures victoriennes. Ils ressentaient la douleur, ressentaient la perte et ressentaient l'empathie. Ils étaient comme nous, mais peut-être que leur tragédie réside dans l'échelle de cette empathie. Les théories anthropologiques suggèrent que les cercles sociaux néandertaliens étaient plus petits que ceux de l'Homo sapiens. Ils se souciaient profondément, mais pour très peu de personnes. Ils ne pouvaient pas étendre leur empathie ou leur coopération à des groupes plus grands. Les sapiens, d'autre part, ont découvert comment coopérer avec des étrangers, comment construire des coalitions qui s'étendaient au-delà de la famille immédiate. La tragédie des Néandertaliens n'est pas qu'ils étaient des animaux. C'est qu'ils étaient suffisamment humains pour souffrir et aimer, mais pas suffisamment organisés pour gagner la guerre globale pour les ressources. Un monde de cauchemars. Quand nous regardons en arrière ce que nous pourrions appeler les États-Unis de la préhistoire, ou plutôt, le vaste monde non gouverné de la préhistoire, nous devons cesser de le romantiser. Nous devons éliminer le mythe du sauvage noble une fois pour toutes, l'enterrer profondément et ne jamais le laisser ressurgir. C'était un cauchemar. C'était un endroit où la paix n'était que la pause temporaire et terrifiante entre les raids. Des tables de traitement à Krapina, aux piles de trophées de crâne à Andan, les preuves archéologiques sont accablantes et indiscutables. La violence n'était pas une anomalie, c'était la norme. C'était le rayonnement de fond de la vie quotidienne, un statique constant de menaces qui ne s'éteignait jamais. Mais nous ne pouvons pas nous asseoir ici dans nos chambres climatisées, avec des ventres pleins et une supériorité morale, et les juger selon des normes modernes. Ils opéraient dans une réalité que nous pouvons à peine comprendre. Ils faisaient face à l'effondrement environnemental total. Ils vivaient à travers le dernier maximum glaciaire, une congélation globale où les températures ont chuté et les écosystèmes familiers ont disparu du jour au lendemain. Vous devez comprendre la terreur physique pure de leur existence. Ils partageaient le paysage avec des prédateurs apex qui font que les lions modernes ressemblent à des chats domestiques. Nous parlons du lion des cavernes, une bête significativement plus grande qu'un tigre de Sibérie, capable de traîner un homme adulte dans l'obscurité sans faire un bruit. Nous parlons de l'ours à face courte, un char biologique qui pouvait regarder un homme de 6 pieds dans les yeux tout en étant sur ses 4 pattes et pouvait courir aussi vite qu'un cheval de course. Ce n'étaient pas juste des animaux. C'étaient des monstres qui chassèrent les humains pour le sport et la subsistance.
Nos ancêtres luttaient pour la survie de leur espèce chaque jour, avec zéro garantie que le soleil se lèverait sur leur tribu le lendemain. Les niveaux de stress sous lesquels ils opéraient déchireraient l'esprit d'un humain moderne en une semaine. Le côté sombre de la nature humaine n'était pas un choix, c'était une nécessité biologique câblée dans le tronc cérébral. La consommation que nous voyons dans le registre fossile, les marques de coupe sur les fémurs humains, les crânes fissurés, n'était pas toujours rituelle. Nous aimons nous dire que c'était religieux pour le rendre plus supportable, mais souvent c'était purement calorique. Cela fournissait les protéines et graisses nécessaires pour passer les hivers brutaux quand les troupeaux de mammouths migraient vers le sud et les plantes mouraient. Quand vous mourrez de faim dans une lande gelée, un voisin n'est pas une personne, c'est un sac ambulant de calories. Les guerres et les massacres n'étaient pas sur la politique ou l'idéologie, c'était sur les droits à l'eau pendant les méga-sécheresses. La logique était binaire et impitoyable. Si vous ne sécurisiez pas le puits d'eau, vos enfants mourraient de soif. Si vous n'effaciez pas la tribu voisine, ils vous effaceraient et prendraient votre territoire. C'était éliminer ou être effacé. Les armes qu'ils ont développées n'étaient pas pour le spectacle. Les lanceurs de lances, les gourdins à pointe, les dagues de silex, c'étaient des instruments d'efficacité horribles conçus pour percer les organes et déchiqueter les os. L'Atlatl ne lançait pas juste une lance, il lançait un projectile avec l'énergie cinétique d'une balle de calibre 45. Quand les archéologues trouvent une colonne vertébrale avec une pointe de silex incrustée dans les vertèbres, cela raconte l'histoire d'une victime qui fut frappée dans le dos. Ce n'était pas un combat honorable, c'était une exécution. La violence était l'outil qui assurait l'avenir. Nous sommes ici aujourd'hui, assis dans des chaises confortables, regardant YouTube sur Internet à haute vitesse, uniquement parce que nos ancêtres ont fait le sale boulot. Nous sommes les bénéficiaires génétiques directs de leur brutalité. Les lignées pacifiques, ceux qui voulaient en parler, ils se sont éteints. Ceux qui refusaient de se battre, ils ont été effacés du pool génétique, leur ADN se terminant dans une impasse sanglante. Nous sommes les fils et filles des survivants, ceux qui étaient prêts à faire ce qui était nécessaire pour continuer à respirer un jour de plus. Regardez les sites comme Jebel Sahaba au Soudan, célèbrement connu sous le nom de site Saint 17. Nous parlons d'un cimetière qui a 14 000 ans. Savez-vous ce qu'ils ont trouvé? Des dizaines de corps, hommes, femmes et enfants. Plus de la moitié d'entre eux avaient des pointes de flèches en silex incrustées dans leurs os ou montraient des signes de traumatisme contondant fatal. Beaucoup avaient des fractures guéries d'attaques précédentes, ce qui signifie qu'ils avaient été frappés, survécus, puis frappés à nouveau jusqu'à la mort. C'était un massacre, c'était l'élimination systématique d'un groupe concurrent, et ce n'est qu'un site. Multipliez cela par des milliers d'escarmouches non enregistrées à travers le monde pendant des dizaines de milliers d'années. Le silence de la préhistoire est en réalité un cri. Ensuite, considérez les Néandertaliens. Ils sont partis, et ce fait seul devrait vous glacer le sang. Ils ont combattu dur. Ils avaient des cerveaux plus grands que nous dans certains cas. Ils possédaient une force physique immense. Un Néandertalien masculin pourrait probablement soulever un Olympien moderne sans transpirer. Leurs os étaient plus épais, leurs insertions musculaires plus robustes. Ils étaient construits pour le combat corps à corps avec la mégafaune. Ils prenaient soin de leurs malades. Nous avons trouvé des squelettes de Néandertaliens qui étaient estropiés et édentés mais ont survécu pendant des années, ce qui signifie que quelqu'un a mâché leur nourriture pour eux. Ils enterraient leurs morts avec des fleurs. Ils faisaient de l'art sur les murs des grottes. Ils étaient humains dans toutes les formes qui comptent émotionnellement. Mais dans le jeu à somme nulle du Pléistocène, ils ont perdu. Les sapiens ont gagné. Et en gagnant, nous avons hérité de la terre. Comment l'avons-nous fait? Nous ne les avons pas étreints jusqu'à la soumission. Nous avons pris leur territoire, les avons surpassés en concurrence pour la nourriture, et dans de nombreux cas, les avons probablement exterminés. Nous avions de meilleures armes à projectiles, nous permettant d'éliminer depuis une distance sûre, tandis qu'ils dépendaient de lances de poussée qui nécessitaient de s'approcher. Nous avions des réseaux sociaux plus étroits, nous permettant de les submerger par le nombre. C'était un génocide au ralenti qui a pris des milliers d'années. L'histoire du monde n'est pas un conte de fées de coopération, c'est une chronique sombre de déplacement et de survie. Chaque acre de terre sur cette planète a été trempé dans le sang à un moment donné. C'est la lourde vérité de nos origines. La capacité pour la violence extrême et la compassion extrême est écrite dans notre ADN. C'est l'héritage de l'âge de glace.
La même main qui pourrait effectuer une chirurgie délicate ou peindre un chef-d'œuvre est génétiquement identique à la main qui a brandi une pierre pour écraser le crâne d'un rival. Nous avons le potentiel d'être Shanidar, prenant soin des faibles et des brisés, et nous avons le potentiel d'être Nataruk, éliminant les innocents pour un bout de terre fertile. Reconnaître cela n'est pas être pessimiste, c'est être honnête. C'est regarder dans le miroir et voir le prédateur vous regarder en retour. Le monde préhistorique était une forge qui nous a martelés en ce que nous sommes. C'était sanglant, c'était cruel et c'était terrifiant. Il a dépouillé tout ce qui n'était pas essentiel à la survie. Mais c'était aussi le creuset où est née la résilience humaine. Nous avons survécu au cauchemar. Nous sommes sortis de la glace et de l'obscurité. Mais nous ne devons jamais oublier que les monstres et les soignants de la préhistoire sont toujours vivants, juste là, en nous. Quand vous voyez la colère sur la route, ou les achats de panique pendant une crise, ou la mentalité de foule s'emparer, vous voyez la programmation du Pléistocène se réactiver. Nous ne sommes pas des anges déchus, nous sommes des singes ascendants, et l'ascension était glissante avec du sang. Pour comprendre où nous allons, nous devons arrêter de mentir sur d'où nous venons. Nous venons du froid, de l'obscurité et de la faim, et nous sommes les seuls restés debout parce que nous étions les plus dangereux dans la forêt.